Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la littérature sur le blog Pudendal. Ça fait plusieurs jours que je suis enfermé, comme on disait tout à l'heure, dans la bibliothèque de Quincy que voici. Et donc je vais essayer de vous restituer ce que j'y ai trouvé. Alors donc faut-il réaliser un bloc Pudendal? Donc on parle spécifiquement de l'adulte en chirurgie hémorroïdaire. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas de bloc Pudendal? On va s'intéresser à une grande étude allemande multicentrique, une étude prospective avec 770 patients, donc une étude vraiment importante en nombre de sujets inclus, tous opérés d'hémorroïdectomie, qui évaluaient la douleur pendant 7 jours. Alors, dans cette cohorte de patients, sur 14 sites différents, il y avait seulement 13,5% des patients qui bénéficiaient d'un bloc pudendal. Alors, je ne sais pas si c'est extrapolable, si ces chiffres sont extrapolables en France ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas énorme sur la totalité. Donc les datas, c'est des datas de patients qui ont une analgésie multimodale, mais la plupart sans bloc pudendal. Donc, ce premier point pour montrer le nombre de patients en ordonnée et l'échelle numérique de douleur en abscisse, donc la douleur maximale dans les 72 heures, on constate que la douleur est importante puisqu'on a 46% des patients qui vont avoir une douleur sévère, donc définie comme une échelle numérique supérieure à 5. Quand on regarde dans les 7 premiers jours, donc à J7, on a toujours, alors même si les douleurs sont quand même moins importantes, heureusement, on a toujours des douleurs supérieures à 5 d'échelle numérique dans 11% des cas. Donc une chirurgie qui est manifestement très douloureuse. Alors du coup, est-ce que l'utilisation du bloc pudendal est-elle efficace? Alors la plupart des données de la littérature concernent le bloc pudendal par voie transpérinéale, comme celui qu'on fait ici à Quincy. Mais la littérature, en fait, c'est un bloc qui a été surtout développé par les gastro-entérologues depuis les années 90 et qui s'effectue soit avec des palpations, avec des repères anatomiques et la palpation, soit plus tard par l'électrostimulation, mais finalement il y a très peu d'études concernant l'écoguidage. Donc là on va déjà s'intéresser à l'abord classique sans écoguidage, donc soit sous électrostimulation, soit à l'aveugle avec les repères anatomiques. Alors, est-ce que c'est mieux que si on ne fait pas d'analgésie loco-régionale? Donc, alors on reprend la première étude, étude allemande multicentrique, donc avec 770 patients. Donc en fait, ils ont un nombre suffisant pour effectuer une analyse multivariée et ils recherchent les facteurs associés à une douleur post-opératoire sévère, donc dans les 3 premiers jours. Et les facteurs indépendants associés à cette douleur sévère sont en premier lieu l'absence de bloc pudendal avec un odds ratio à 2,6. Il y a d'autres facteurs qui ont été retrouvés, donc l'utilisation d'un tampon, mais je pense qu'on n'utilise pas beaucoup ça en France, une douleur préopératoire sévère et un âge inférieur à 40 ans. Mais donc le facteur qu'on retrouve le paramètre le plus important, c'est l'absence de bloc pudendal. Une étude prospective, cette fois-ci libanaise, publiée en 2005, donc assez ancienne, 90 patients ont été opérés d'hémorroïdectomie, donc répartis en 3 groupes. Il y a un groupe qui avait une anesthésie générale seule, un groupe avec une anesthésie générale plus un placebo, et un groupe avec une anesthésie générale plus un bloc pudendal électrostimulé. Les résultats sont sans appel. Donc ça, c'est un graphique qui montre l'évolution de la douleur en ordonnée en fonction du temps passé. Donc les deux courbes du haut représentent donc les 2 premiers groupes, c'est-à-dire anesthésie générale seule ou anesthésie générale sur placebo, qui heureusement sont à peu près superposables. Et la courbe du bas est celle de la douleur pour les patients opérés donc, sous anesthésie générale avec un bloc pudendal. On constate qu'on a une réduction par 2 des scores de douleur grâce au bloc pudendal. Alors après, ce qui questionne un petit peu dans cette étude, c'est qu'en fait là on va jusqu'à 6 jours et que même après 24-48 heures, on a une grosse différence alors que le bloc pudendal n'est pas censé marcher si longtemps.
Il y a plusieurs méta-analyses qui sont sorties. Donc là, il y en a deux que j'ai ressorties. Les deux, c'est à peu près autour de 500 patients au total. L'une, 7 études randomisées, la seconde, 9 études randomisées. Donc sur ces différentes études randomisées, il y en a une seule qui a été effectuée avec un bloc pudendal éco-guidé. Les autres ont été réalisées soit avec l'aide des repères anatomiques, soit avec l'électrostimulation. Donc la méta-analyse est sans appel, enfin les méta-analyses sont sans appel, donc quand on évalue la douleur, à gauche c'est en faveur du bloc pudendal, à droite en défaveur du bloc pudendal. On constate que la douleur, qu'elle soit à H6, H12, H24, est largement inférieure dans les patients qui ont eu des blocs pudendaux. Et à 48 heures, c'est pas significatif, mais ça semble aussi prendre le même chemin. En plus, il y a une réduction du délai avant la première défécation. Il y a une diminution de la prise antalgique grâce au bloc pudendal et une meilleure satisfaction des patients. Donc on peut vraiment conclure que le bloc pudendal est efficace pour la chirurgie des hémorroïdes, pour la douleur, pour la prise en charge post-opératoire de la chirurgie des hémorroïdes. Alors, il est efficace. Est-ce qu'on peut le comparer à ses concurrents? Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Il y a une étude qui compare le bloc pudendal à l'infiltration périanale d'analgésiques, une étude grecque publiée en 2010. Donc 120 patients, dans un premier groupe, anesthésie locale plus sédation, dans le second groupe, bloc pudendal plus sédation. C'est un bloc pudendal qui est transpérinéal, qui est réalisé avec des repères anatomiques. Pour ces études, donc dans le premier groupe, anesthésie locale, il y a 37 patients qui doivent avoir un complément d'anesthésie en péropératoire, alors que dans le second groupe, bloc pudendal, il n'y en a que 18 qui doivent avoir un complément. Donc ça semble mieux marcher pour le péropératoire. En plus, dans le post-opératoire immédiat, il y a moins de douleur dans le groupe bloc pudendal et il y a une sortie plus précoce d'hospitalisation. Donc ça fait mieux que le bloc pudendal fait mieux que l'infiltration périanale. Si on le compare à la rachianesthésie, alors c'est pas très intéressant parce qu'en fait c'est pas de la rachianalgésie avec des morphiniques, avec de la morphine pour avoir une analgésie prolongée, c'est juste la rachianesthésie avec de la bupivacaïne et on évalue les complications et l'analgésie post-opératoire. Donc à gauche, c'est en faveur du bloc pudendal, à droite en faveur du groupe rachianesthésie. On constate que dans le groupe pudendal, on a moins de rétention aiguë d'urine, on a moins de consommation d'antalgiques et on a moins de douleur à la défécation. Il n'y a pas beaucoup d'études à chaque fois, mais en tout cas, ça semble, et c'est logique, faire mieux pour la période post-opératoire que la rachianesthésie simple avec de la bupivacaïne. Donc, ce qui aboutit en 2016 à avoir plusieurs recommandations pour la chirurgie des hémorroïdes. Donc 2 recommandations, l'une par la Société française de coloproctologie, où il est noté que le bloc pudendal utilisant des anesthésiques de longue durée d'action est recommandé. Mais par contre, on n'a pas du tout de précision ni sur les volumes à utiliser, ni sur les produits à utiliser, ni même sur si c'est mieux d'utiliser l'électrostimulation ou non. Et la même année, Prospect donne un petit peu les mêmes recommandations. Le bloc pudendal avec ou sans anesthésie générale est recommandé pour les hémorroïdectomies ouvertes ou fermées. Il n'y a pas de dose suggérée. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que le bloc pudendal est efficace et qu'il faut l'utiliser. Alors maintenant, on a un petit peu avancé depuis et on fait tout sous échographie, l'anesthésie loco-régionale. Est-ce qu'il faut faire de l'échographie sur le bloc pudendal? Alors, la problématique, c'est qu'on a, comme l'a dit Olivier et Davy tout à l'heure, c'est qu'on a 2 voies d'abord possibles différentes. On a la voie qui est transglutéale et la voie qui est antérieure ou transpérinéale. L'échographie a plus été étudiée sur l'abord transglutéal. En fait, cette technique est issue des médecins de douleurs chroniques qui utilisent cette technique, qui ont utilisé en premier cette technique pour traiter les névralgies pudendales qui sont un problème important pour les patients douloureux chroniques. Donc en fait, ça fait longtemps que cet abord transglutéal a été décrit sous échographie. Donc déjà, dès 2008,
une équipe de Toronto, donc celle de Philippe Peng, a décrit cette voie d'abord. Donc c'est une injection qui se fait à l'abord de l'épine ischiatique. Donc là, cette fois-ci, il y avait 17 patients. Il y avait une atteinte sciatique assez modérée, parce que, bon, comme l'a dit Davy tout à l'heure, à cet endroit-là, le nerf pudendal est très proche du nerf sciatique. Donc il y a finalement assez peu d'atteinte du nerf sciatique sur cette première étude. Alors, après, c'était avec des volumes qui étaient de 4 ou de 5 millilitres. Et ils arrivaient à voir le nerf pudendal dans 88% des cas, avec un bloc qui était efficace. Un deuxième article de la même équipe publié 4 ans après, en 2012, cette fois-ci qui compare le bloc pudendal transglutéal éco-guidé à la fluoroscopie. Donc on avait 23 patients qui ont reçu un bloc pudendal éco-guidé. Il y avait quand même une atteinte du nerf sciatique dans 21% des cas, alors qu'ils injectaient que 5 millilitres de produits d'anesthésie. Et ils arrivaient à avoir le nerf pudendal dans 57% des cas. Donc c'est vrai que cette atteinte du nerf sciatique pose un réel problème pour des patients qui le plus souvent sont traités en ambulatoire, et donc ça empêcherait ces patients de sortir, de rentrer chez eux le soir même. Du coup, en 2016, toujours l'équipe canadienne plus une équipe danoise ont proposé une alternative, donc un abord toujours transglutéal, mais un petit peu plus caudal, plus proche du canal d'Alcock, qui permettrait d'éviter cette atteinte sciatique. Donc ça a l'air de bien marcher, mais dans cette étude, c'est seulement 3 cas qui ont été inclus, et ils arrivaient à chaque fois à avoir le nerf pudendal. Donc cette technique est souvent utilisée en douleur chronique, mais finalement assez peu dans la chirurgie hémorroïdaire. La première étude qui concerne les hémorroïdes a été publiée en 2020 par une équipe suisse. Donc une étude prospective randomisée contrôlée qui utilise la voie décrite précédemment, donc la voie transglutéale éco-guidée pour réaliser le bloc pudendal. Il y avait 49 patients opérés d'hémorroïdes, qui étaient tous opérés sous rachianesthésie, et il y a une partie des patients, 23 patients, qui ont reçu un bloc pudendal éco-guidé. Donc on a une réduction des scores de douleur dans les 48 premières heures. Alors c'est significatif à H6, H24, ça ne l'est pas à H12 et H48, probablement parce que l'étude n'était pas assez puissante pour ça, mais on voit quand même qu'il y a qu'il semble y avoir un écart entre les deux groupes. De plus, il y avait également une réduction de la durée d'hospitalisation. C'était des patients qui étaient gardés hospitalisés, enfin qui n'étaient pas en ambulatoire. Et le bloc pudendal permettait de réduire la durée du séjour, passant de 1,8 jours à 1,2 jours. Première étude qui évalue le bloc pudendal éco-guidé dans la chirurgie des hémorroïdes. Une deuxième étude a été publiée une année plus tard, cette fois-ci d'une équipe chinoise. 120 patients, donc un effectif plus important. Donc la moitié reçoivent un bloc pudendal éco-guidé par voie transglutéale avec une sédation péropératoire, et l'autre groupe, donc 60 patients, reçoivent une rachianesthésie sans bloc pudendal. Alors il y a une évaluation de la douleur à la fois au repos et à la marche. Alors j'ai pas mis les petites étoiles, mais à tous les temps, il y a une différence significative. Il y a moins de douleur dans le groupe bloc pudendal que dans le groupe sans bloc pudendal. Il y avait moins. Alors, ils utilisaient une PCA sulfentanyl pour la prise en charge de la douleur post-opératoire, et il y avait moins de consommation de sulfentanyl dans le groupe bloc pudendal. Il y avait moins de rétention aiguë d'urine dans le groupe bloc pudendal, et il y avait la première prise dentalgique qui était environ à H14, ce qui correspond aux données de la littérature. Le bloc pudendal avec des produits de longue durée d'action dure en général entre 12 et 24 heures. Alors, donc ça, on a vu l'abord transglutéal. En fait, le principal problème de ce bloc, c'est la chirurgie hémorroïdaire en ambulatoire, puisque il y a, comme on l'a vu, dans 10-20% des cas, un risque d'atteinte du nerf sciatique. Du coup, une autre technique, celle qu'on utilise ici à Quincy, c'est un abord échographique transpérinéal. Alors, en fait, ce qui est assez étonnant pour ce bloc, c'est qu'il provient en fait de la pédiatrie. C'est un bloc qui a été développé en premier en urologie pédiatrique pour les circoncisions, pour les cures d'hypospadias, etc. Deux publications simultanées le décrivent pour la première fois. La première, c'est en 2017, l'équipe de Montpellier
qui publie une étude de faisabilité de ce bloc. Donc 60 blocs pudendaux qui a été réalisé chez 30 enfants sous anesthésie générale. Cet abord échographique a été couplé à une électrostimulation. Et il y a un grand succès, donc à presque 90% de ce bloc. Ils arrivent à voir l'artère pudendale dans 82% des cas. Et point très intéressant, alors qu'ils sont au bon endroit au niveau échographique, ils placent l'aiguille vraiment juste en médial de l'artère pudendale. Et finalement, ils ont une réponse motrice que dans 23% des cas. Donc, ce qui pose un petit peu la question de la corrélation entre l'électrostimulation, le bloc pudendal sous électrostimulation et le bloc pudendal sous échographie. Là, c'est vraiment un bloc de diffusion qui est dans la fosse ischio-rectale. Donc finalement, on n'est peut-être pas forcément proche d'un nerf au moment de l'injection. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de réponse motrice à la stimulation. Peut-être aussi que dans un certain cas, quand on fait une électrostimulation, on va stimuler des muscles directement et on a peut-être une réponse idiomusculaire et qu'on n'est pas forcément toujours exactement à la sortie du canal d'Alcock pour anesthésier les différents nerfs qui en sortent, et notamment pour ce qui nous concerne le nerf rectal inférieur. Une autre étude publiée la même année aux États-Unis qui compare donc ce bloc pudendal sous échographie et le bloc caudal, donc toujours chez des enfants opérés de chirurgie urologique, qui montre que ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'études stricto sensu de cette approche éco-guidée transpérinéale dans la chirurgie hémorroïdaire, donc il pourrait être intéressant de l'évaluer. Alors, est-ce que ce bloc est risqué ? Finalement, il y a pas mal de choses qui sont citées dans la littérature, mais c'est des complications qui sont assez rares et qui peuvent être évitées. Déjà, c'est pas vraiment un effet indésirable. Enfin, si c'est un effet indésirable, si on fait l'ambulatoire, c'est l'atteinte du bloc sciatique quand on fait un abord transglutéal dans 10 à 20% des cas. Il y a des rétentions aiguës d'urine qui sont souvent décrites, alors qui sont plus souvent liées à la nature de la chirurgie, parce que le fait d'avoir une hémorroïdectomie est pourvoyeur de rétention aiguë d'urine, d'autant plus que chez des patients qui sont opérés sous rachianesthésie, finalement, c'est pas vraiment lié au bloc pudendal lui-même que ces patients ont entre 5 et 10% de rétention aiguë d'urine. Bon, il y a bien sûr l'intoxication aux anesthésiques locaux dans cette région fortement innervée. Donc l'avantage de l'échographie, c'est de bien pouvoir vérifier qu'on n'est pas en train d'injecter dans un vaisseau. Les hématomes sont plutôt rares dans la littérature. Il est décrit quelques cas d'incontinence urinaire, d'incontinence fécale, mais ça a l'air d'être plutôt théorique, et finalement dans les grandes séries, dans les grandes études qu'on a citées, il y avait quasiment aucune étude qui relatait ce genre d'effet indésirable. Et il peut y avoir une sensation de corps étranger intrarectal, mais bien sûr qui cède à la levée du bloc. Alors, ok, ça a l'air chouette, je me lance pour faire un bloc pudendal. Qu'est-ce que j'utilise comme produit et à quel volume je les utilise ? Donc là, il n'y a pas d'étude qui va comparer différents volumes ou différents produits. Donc je me suis contenté de regarder les études les plus fréquemment citées, les plus récentes, etc. pour voir quels produits ils utilisaient et quel volume ils utilisaient. Donc les quatre premières références, c'est du bloc transglutéal éco-guidé, et les six dernières sont du bloc transpérinéal à l'aveugle ou électrostimulé. Donc la plupart du temps, on utilise des produits d'anesthésie locale de longue durée d'action, donc soit de la ropivacaïne, soit de la bupivacaïne, souvent entre 2 et 5 mg par millilitre pour la ropivacaïne. Et pour les volumes, vous pouvez voir sur la colonne de droite, ici, alors on est plutôt sur un volume de 10 à 15 ml par côté pour le bloc transglutéal. Par contre, les volumes sont un petit peu plus importants pour l'abord transpérinéal. Donc au total, il faut probablement utiliser la ropivacaïne ou un anesthésique de longue durée d'action entre 2 et 5 mg par millilitre, et une dose et un volume compris entre 10 et 20 millilitres par côté. Alors finalement, j'ai compris comment on faisait ce bloc pudendal. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une anesthésie générale ou d'une rachianesthésie pour faire une chirurgie des hémorroïdes ?
Alors nous n'avons pas l'expérience à Quincy, nous n'avons pas cette expérience d'opérer des hémorroïdes sans anesthésie générale ou rachis-anesthésie, mais je vais vous dire ce qu'on trouve dans la littérature. Je trouvais plusieurs études assez récentes qui le proposent. Donc la première, on en a déjà parlé avant, donc l'étude de He, l'étude chinoise, où est effectué un bloc transglutéal éco-guidé. Donc on peut voir qu'il n'y a eu aucun échec de l'anesthésie, mais par contre, ils utilisent une sédation qui est importante, puisqu'un propofol avec une base évoque en cité fait entre 2 et 4, et en plus une dose de sulfentanyl entre 3 et 5 gamma, donc on va dire quasiment une anesthésie générale. Donc oui, c'est possible, mais c'est quasiment une anesthésie générale. Ensuite, les autres études, donc c'est un abord transpérinéal, soit avec une électrostimulation, soit une ponction avec des repères anatomiques. Alors là, on a des sédations qui sont moins importantes, mais on constate que donc, pour la première étude libanaise, qu'on a quand même des échecs. On a 23 patients sur 40 qui ont besoin d'un complément de sédation lors de la ponction périnéale. Il y en a 7 qui ont besoin d'avoir un complément péropératoire et il y en a 3 qui sont convertis en AG. Donc quand même besoin de sédation pour cette intervention, même si c'est possible sans anesthésie générale ou rachis-anesthésie. Les études suivantes retrouvent à peu près les mêmes résultats. Il y a besoin de sédation, pas d'échec pour la troisième. Et pour la quatrième, une sédation plutôt légère, c'est-à-dire juste 1 à 2 mg de midazolam et un tout petit peu de fentanyl. Par contre, il y avait quand même 18 échecs sur 60 patients. Donc ce que je peux en conclure, même si ce n'est pas notre expérience personnelle, c'est qu'il est possible de faire une hémorroïdectomie sous bloc pudendal, mais il est important d'avoir une sédation significative pour accompagner ce geste. Alors au total, quelle est notre pratique ici à Quincy? Donc nous, on utilise tout le temps une anesthésie générale ou une rachis-anesthésie, alors si possible en sel, qui permet de réduire les doses et réduire le taux de rétention aiguë d'urine post-opératoire. Le patient donc, va avoir son bloc pudendal après l'anesthésie, donc soit après l'anesthésie générale, soit après la rachis-anesthésie en position gynécologique. Donc par comme l'a montré Olivier tout à l'heure, par un abord transpérinéal éco-guidé. On utilise de la ropivacaïne à 3,5 mg par millilitre associée à la dexaméthasone, donc soit en périnerveux, soit en intraveineuse. On utilise un volume de 10 à 20 ml par côté. Et bien sûr, on associe le tout à une analgésie multimodale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci Thomas. Merci pour ce topo extrêmement complet. Tu as vraiment fait le tour de ce qu'on pouvait lire dans le... Ah oui, j'ai passé un peu de temps là dans la bibliothèque. Oui, on le voit bien là, vraiment, tu as balayé extrêmement large. Et une fois qu'on a vu tout ton topo, on connaît tout sur le bloc pudendal dans l'hémorroïdectomie. Plusieurs remarques à ça. La première, tu en as bien parlé. Effectivement... le bloc pudendal n'est pas un bloc tronculaire. On est par voie transpérinéale. Oui. On est dans l'injection dans la fosse ischio-rectale. Et on voit bien qu'aussi sur les volumes, on a besoin d'un peu de volume. Ce n'est pas du tronculaire avec 5 millilitres. On est sur du 10 à 20. Il faut remplir cette fosse ischio-rectale, n'est-ce pas? On voit pas les nerfs, on voit parfois l'artère, mais pas toujours. Donc en fait, il faut vraiment inonder la zone pour avoir un effet, c'est sûr. Ouais. C'est pas un bloc tronculaire. Ouais, tout à fait. Et on pourrait parler, c'est vrai qu'on pourrait parler vraiment de bloc de la fosse ischio-rectale plus que d'un bloc pudendal à stricto sensu à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Concernant la neurostimulation, on recherche toujours une réponse en neurostimulation. Je sais que c'est fréquemment utilisé en pédiatrie. En pédiatrie, beaucoup d'équipes utilisent la neurostimulation. Nous, en voyant un petit peu, alors surtout l'équipe de Montpellier qui avait étudié ça, on était un petit peu interloqués par le fait que finalement, la réponse en neurostimulation
elle n'est pas fréquente, quoi. Hein. On a beau être bien positionné avec son aiguille en échographie, c'est-à-dire bien au sein de la fosse ischio-rectale, à proximité de l'artère pudendale, on n'a pas toujours une réponse motrice. Bah ça, c'est sans doute quelque chose à investiguer. Il y a pas, à part de ce dont on a parlé là, l'étude de Montpellier, il n'y a pas d'autres études qui retrouvent ça, et il n'y a pas d'autres études qui évaluent ça. Donc c'est vrai que ça pourrait être un champ d'investigation très intéressant de voir quelle est la corrélation entre un bloc éco-guidé et électrostimulé. Ça pourrait être très intéressant. Bon, probablement que effectivement on ne trouverait pas une différence énorme. Hein, est-ce que ceux qui font de la neurostime se rassurent quand même, hein, probablement que je pense que vous avez des taux de réussite qui sont excellents avec la neurostimulation. Mais effectivement, avec la neurostimulation, on peut se dire que on a des fois du mal à avoir une réponse, et puis des fois on enfonce un peu trop son aiguille, et puis on arrive dans un muscle en fait, et on va stimuler le muscle. C'est ça qui arrive en fait dans le releveur de l'anus ou dans un autre muscle innervé par une des branches du pudendal, et obtenir une réponse au niveau du périnée qui va nous sembler être le clin d'œil anal et qui l'est pas du tout en fait. Hein. Enfin, qui est bon. En tout cas, c'est tout à fait discutable. Alors sur les autres abords, on a bien parlé aussi. Nous, on se réserve en anesthésie l'abord transpérinéal, le transglutéal, surtout sur de la chirurgie en ambulatoire. On n'a pas vraiment envie de se taper le sciatique en fait. On n'a pas envie vraiment d'injecter sur le sciatique et d'avoir des patients qui ne marchent pas. Hein. C'est l'intérêt de ce bloc. Et je pense ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des patients sous anesthésie générale ou sous rachis-anesthésie, parce que faire ce bloc en position gynécologique chez des patients éveillés avec juste une petite sédation, je pense que c'est assez douloureux et pas forcément bien vécu. Donc là, pour le coup, autant on fait beaucoup d'anesthésie sans anesthésie générale ou à Quincy, mais là, ça me semble un petit peu délicat à effectuer sans une bonne sédation. Et puis oui, d'ailleurs tu en as pas mal parlé, hein, de cette fameuse de ce bloc pudendal seul, sans rien, ou avec une petite sédation. C'est faisable, mais ça paraît compliqué quand même. Et puis même anatomiquement, on voit très bien que cette région, elle n'est pas innervée uniquement par le pudendal. Hein. Il y a énormément d'autres nerfs qui participent à l'innervation locale, et donc on va avoir beaucoup de mal à réaliser ce qu'on réalise par exemple pour une épaule ou pour une chirurgie distale sur un membre. Et puis, il y a probablement beaucoup de variations anatomiques avec des zones de recouvrement, etc. aussi. C'est assez. C'est un bloc analgésique pour le post-opératoire. Ouais. Tout à fait. Et aussi pour le père-opératoire, ce qui permet de réduire les consommations de morphiniques, évidemment. Mais c'est pas suffisant, à notre sens, pour faire une anesthésie sous bloc pudendal. Ouais. Donc on réduit en gros, hein, dans ce qu'on voit dans les études que tu as montrées, on passe d'une EVA aux alentours de 6-7, qui est quand même une douleur intense, à 3, quoi. Hein, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve également. Fréquemment. C'est ce qu'il y a dans les études, nous, c'est ce qu'on a l'air d'observer aussi chez nous. Souvent, les patients, ils ont 2-3 de VA en salle de réveil et ils n'ont pas besoin d'être titrés en morphine, alors que ceux qui n'en ont pas, par contre, c'est souvent une titration morphinique en salle de réveil. Et puis c'est une analgésie qui se prolonge au-delà de ce qu'on pourrait espérer finalement. En tout cas dans les études. Alors peut-être à tempérer, hein, c'est des études qui ne sont pas forcément très récentes, mais on est un peu étonné d'avoir de l'analgésie au-delà de 48 heures. Enfin, déjà même 48 heures, c'est fou. Je pense que ça c'est à confirmer. Oui, déjà si ça dure un bon 24 heures, ça sera bien. Ouais. Alors peut-être que le fait de casser la douleur initiale permet d'avoir moins de douleur par la suite. Probablement. Ce qui était intéressant, c'est que j'en ai pas parlé, mais dans la première étude allemande, la multicentrique, en fait, ils ont aussi évalué les facteurs associés à une douleur post-opératoire, mais à J7, donc une douleur sévère à J7. Et en fait, le principal paramètre qui était associé à une douleur à J7 était une douleur précoce. Donc c'était les gens qui avaient une douleur précoce avaient risqué d'avoir plus de chances d'avoir par la suite. Ouais. Donc peut-être ça peut être lié à ça, je sais pas. Mais ça, pareil, il faudrait investiguer tout ça. Ouais. Eh ben, très bien Thomas, vraiment un grand merci pour cette grande revue sur le bloc pudendal.